Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité de ce lundi 10 novembre 2025 est marquée par plusieurs événements importants. C'est une édition largement consacrée à l'actualité politique et judiciaire. En Afrique du Sud, une nouvelle commission tente de rouvrir le dossier des crimes de l'apartheid. En France, les députés s'affrontent sur le budget de la sécurité sociale. Et puis aux États-Unis, la fin du plus long showdown de l'histoire est imminente. On démarre avec le Cameroun. L'opposant Issa Chiroma Bakary a lancé hier 9 novembre 2025 un ultimatum de 48 heures au gouvernement exigeant la libération immédiate des personnes arrêtées après la présidentielle du 12 octobre qu'il continue de contester. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il s'est exprimé comme le président élu du Cameroun et a accusé les autorités de gangstérisme d'État, dénonçant les arrestations massives de citoyens, de militants politiques et de syndicalistes. Selon certains acteurs de la société civile, environ 2000 personnes auraient été arrêtées et une trentaine tuées lors des troubles post-électoraux. Issa Chiroma Bakary, arrivé officiellement deuxième de l'élection derrière Paul Biya, multiplie depuis plusieurs semaines les appels à la mobilisation, notamment par des manifestations et des journées villes mortes pour contester la réélection du président sortant qui vient d'entamer un 8e mandat. De son côté, le pouvoir en place rejette ces accusations. Benoît Ndong-Soumé, représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, affirme que les interpellations se sont faites dans le cadre du maintien de l'ordre en réponse à des actes de vandalisme et de pillage. Concernant l'ultimatum, il met en doute la capacité d'Issa Chiroma à mobiliser des forces pour appuyer ces menaces. En somme, cette nouvelle sortie médiatique d'Issa Chiroma Bakary marque une escalade de la tension politique au Cameroun sur fond de contestation des résultats et de répression des opposants. Je l'annonçais plus tôt, en Afrique du Sud, la commission Campépé, créée en mai dernier par le président Cyril Ramaphosa, a entamé ce lundi 10 novembre ses premiers travaux publics à Johannesburg. Cette instance, dirigée par la juge constitutionnelle à la retraite Sissi Campépé, a pour mission de comprendre pourquoi la justice sud-africaine a si peu poursuivi les crimes politiques commis durant l'apartheid, alors que des milliers de victimes attendent encore que le dossier soit rouvert. La commission Campépé recueillera les témoignages de familles de victimes, d'anciens magistrats et de membres de la commission Vérité et Réconciliation, présidée autrefois par Desmond Tutu. Cette dernière avait recommandé en 1998 des poursuites dans environ 300 affaires, mais seules quelques-unes ont abouti devant les tribunaux au cours des 20 dernières années. L'objectif n'est donc pas de rejuger les crimes eux-mêmes, mais d'identifier les causes du blocage judiciaire observé depuis 2 décennies. La commission devra déterminer si cette inaction est le fruit de négligence institutionnelle ou d'une obstruction politique délibérée orchestrée par les gouvernements successifs de l'ANC pour protéger certaines figures impliquées dans les crimes du passé. Cette enquête, jugée à la fois sensible et cruciale pour la mémoire nationale, marque une nouvelle étape dans la quête de justice post-apartheid dans un pays encore confronté aux non-dits et aux blessures de son histoire ségrégationniste. Hors de l'Afrique, en France, les députés ont adopté le 8 novembre au soir
la partie recette du budget de la sécurité sociale avant d'entamer dès le lendemain l'examen de la partie dépenses qui comprend notamment la suspension de la réforme des retraites. Après une pause due aux commémorations de l'armistice, les parlementaires ont jusqu'au 12 novembre à minuit pour achever les discussions et voter le texte, un délai jugé trop court au vu des délais parlementaires et des tensions politiques. Les débats s'éternisent et la gauche s'agace. La France insoumise accuse le gouvernement de retarder volontairement les échanges pour éviter un vote final qui pourrait lui être défavorable puisque la France insoumise et le Rassemblement national ont déjà annoncé qu'ils voteront contre. De son côté, le Parti socialiste se retrouve dans une position inconfortable. Traditionnellement opposé aux budgets gouvernementaux, il hésite cette fois à s'y opposer car la suspension de la réforme des retraites qu'il avait lui-même exigée figure désormais dans le texte. Cette disposition avait été intégrée pour éviter une motion de censure. Face à ce climat d'incertitude, le gouvernement tente de rassurer. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, promet que si le vote n'a pas lieu dans le temps, la version transmise au Sénat inclura tous les amendements votés à l'Assemblée et non le texte initial. Malgré les tensions, une autre ministre se veut confiante. Le gouvernement avance sur un fil, mais espère encore que la majorité parviendra à éviter la rupture politique, confie-t-elle. Toujours dans l'actualité du jour, on apprend que la Russie renforce encore son emprise sur l'Internet avec un nouveau décret gouvernemental signé le 27 octobre dernier et rendu public dans la nuit du 8 au 9 novembre. Ce test confère au Roskonador, le gendarme russe du web, le pouvoir de désactiver Internet sur l'ensemble du territoire à partir du 1er mars 2026. Cette décision pourra être prise conjointement avec le FSB et le ministère des Finances en cas de menaces graves comme des cyberattaques ou des perturbations d'infrastructures stratégiques. Officiellement, cette mesure vise à renforcer la sécurité numérique des citoyens, mais elle s'inscrit dans une série de restrictions déjà imposées depuis 2024. Suspension des appels via WhatsApp et Telegram, présentée comme une lutte contre les arnaques et promotion forcée de la messagerie nationale MAX, jugée hautement surveillée par les critiques. Parallèlement, la Russie désactive désormais les cartes SIM étrangères dès l'entrée sur son territoire sous prétexte de lutte contre les drones. Selon certaines sources, le gouvernement envisagerait d'étendre cette mesure aux cartes SIM russes, notamment après un séjour à l'étranger ou en cas d'inactivité prolongée. Ce nouveau décret marque une étape supplémentaire dans la centralisation et la surveillance du cyberespace russe. Par ailleurs, l'Union européenne a annoncé ce 7 novembre 2025 un renforcement des restrictions de visa pour les citoyens russes. Depuis le 8 novembre dernier, ceux-ci ne peuvent qu'obtenir que des visas à entrée unique, une mesure justifiée par des raisons de sécurité face aux menaces hybrides et actes d'espionnage attribués à Moscou. Bruxelles veut ainsi contrôler plus strictement chaque demande et limiter les risques de sabotage ou de migration instrumentalisée. Toutefois, des exceptions sont prévues pour les familles journalistes, dissidents et défenseurs des droits humains. Certains opposants russes estiment cependant que cette décision alimente la propagande du Kremlin. Et pour finir, aux États-Unis, après 40 jours de paralysie budgétaire, les sénateurs démocrates et républicains
sont finalement parvenus à un accord pour mettre fin au shutdown le plus long de l'histoire du pays. Cette crise avait touché des millions d'Américains, dont de nombreux fonctionnaires non payés ou mis au chômage technique ont provoqué des perturbations dans les aides sociales et le trafic aérien. L'accord obtenu sous l'impulsion des démocrates prévoit notamment de réactiver le programme d'aide alimentaire à destination de 42 millions de bénéficiaires et de réintégrer les fonctionnaires licenciés à tort de leur verser les salaires dus. Il inclut également un vote sur la prolongation des aides de santé de l'Obamacare menacée d'expiration. Plusieurs sénateurs comme Jeanne Shaheen ont justifié ce compromis par la nécessité d'unir les forces politiques pour répondre aux attentes des citoyens. Toutefois, le chef de la minorité démocrate, Chuck Schumer, a regretté que l'extension des aides de santé ne soit pas directement adoptée. Le texte doit encore être validé par la Chambre des représentants avant d'être signé par Donald Trump, qui a salué cette avancée. La fin du blocage marque un soulagement national, même si la méfiance politique persiste à Washington. C'est tout pour l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité renouvelée. Portez-vous bien.